ça, matin, on trouve des troupes aéroportées. Là-bas, j'ai eu un stage que j'ai fait à l'école d'application d'infanterie à Montpellier. Là-bas, j'ai fait pour et mon. Là-bas, j'ai repris le pays. On m'a envoyé au Libéria et puis chef de section de la première compagnie de combat. Du Libéria, j'ai repris le pays. Puis aussi, il y a eu la guerre en Sierra Leone. Donc, je suis envoyé en Sierra Leone comme, cette fois-ci, comme commandant de compagnie. La première compagnie de combat opérationnel. Il y a plusieurs zones que j'ai occupées en Sierra Leone. Il y a Gambia, Kamakouï, Potaloko, Lumpa, Lungi, Lukumasama, Madina Johnson, Masiaka. C'était avec les Comores. On dit les Comores, ça c'était seulement, c'était pas une mission réellement de les Comores. Parce que les Comores, ça renferme enfin les 12 pays de la CEDEAO. Mais à l'époque, il y avait le feu président Abacha, qui était président au Nigeria, qui a coordonné la mission avec le feu Jean Lansana Conté. Donc, il n'y avait que la Guinée et le Nigeria qui ont participé à cette mission. Si c'était les Comores, la mission devait venir directement de la CEDEAO. Tout le monde sait que le Nigeria, c'est une puissance militaire en Afrique. Donc, on a été payé réellement par le Nigeria. Donc, Lansana Conté qui fut un militaire, vous savez, il y a que le Nigeria qui est en tête. Donc, ils ont collaboré ensemble pour envoyer la paix au Sahel. En général, on a appris au fait vos prouesses de guerre pendant justement l'attaque de la Guinée en 2000 par les forces de Charles Taylor. Et on sait que vous avez été un acteur déterminant justement à cette époque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette période-là? En cette période, il fallait accomplir la mission, non seulement le peuple de Guinée, la nation guinéenne. D'accord. Alors, le général, on sait que vous étiez le jumeau du président Dadis. Ouais. Il a toujours dit officiellement, Ouais. ce n'était pas un secret. Ouais. Et comment est née cette amitié? Bon, je crois que l'amitié entre moi et Dadis est née non seulement j'ai été son formateur en 1990. Après leur formation, je crois qu'il est parti à l'académie. À son retour, il fut nommé au carburant. Mais il faut reconnaître à chaque fois, quand je quittais le front, moi, à l'époque, comme on est le front sud, quand je revenais souvent, mes documents passaient sans problème et j'étais réglé à la justice. Donc, l'amitié là, elle est comme ça. Et à chaque fois aussi, quand tu partais vers son village, il rendait visite souvent. Est-ce que c'est vrai que vous êtes supposé être le président de la République en 2008 et que vous avez cédé la place au capitaine Dadis? Ouais, logiquement. Et comment ça s'est passé dans le camp? Parce qu'il y a eu tellement d'histoires autour. Logiquement, il fallait, sur le plan militaire, parce qu'il ne faut pas avoir le complexe de le dire, sur le plan militaire, moi j'étais mieux. Et j'avais l'estime de l'armée compte tenu de tous les prouesses que j'ai pu effectuer sur le terrain de combat. Hein, Dadis, il était non seulement universitaire, économiste, donc conduire un État à l'époque, il fallait lui. C'est pour cela que j'ai même dit à Toto,
qui a voulu prendre la place pour être président. Il a dit non, c'est pas ton galon général qui compte ici. Non seulement tu as fui tes amis, tu nous as rejoints ici. C'est la fonction prime sur le grade. C'est lui qui doit être président. Tous les autres là, parleurs là, militaires là, tout ça, c'était des gens vraiment négatifs devant nous. On connaît comment ça s'est passé réellement. Comme ça que Dadis a occupé le portefeuille du président de la République. Et pendant la gestion de la transition, il n'y a pas eu de dissension entre vous, je vais dire? Non, il n'y a pas, mais ça dépendait vraiment, tout dépendait de lui, réellement. Parce que s'il m'avait écouté, je crois que là où il est aujourd'hui, il n'allait pas être là-bas, réellement. Parce que je l'ai dit, nous avons des amis, des jeunes cadres, qui sont des intellectuels, hein, qui ont fait l'économie, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Si tu as, il faut organiser. Donc déjà, l'armée a fait combien d'années pour pouvoir? On revient encore, on a dit déjà dans notre premier communiqué, deuxième communiqué, qu'on doit organiser les élections. Passer la main au civil. Et la diaspora guinéenne, vous connaissez ça mieux que moi, parce que non seulement vous avez contribué ici à remuer le pouvoir dans un parti. Est-ce que nous, notre pouvoir, le CNDP, qu'est-ce qu'on allait faire contre vous? Diaspora guinéenne de l'extérieur et les Guinéens de l'intérieur. Pour me répondre à ça, réellement, mon frère, non. Nous allons partir. Voilà, on a même vu ici même, l'insurrection populaire contre l'Ansana Conté, ça s'est préparé ici. Il y avait le feu Bamamadou, le feu Sergio Diallo, Alpha Condé, quelque part dans Paris, où ils ont parlé entre eux, où il y a eu des cotisations, où l'argent a été envoyé avec les gens du CNT. Avec les syndicalistes. Là, je vois aujourd'hui, même ces syndicalistes-là, ceux qui ont fait la Constitution, qui ont écrit la Constitution, qui ne peuvent pas se battre ou bien parler. Ça fait du mal, réellement. Et vous pensez donc que ces syndicalistes ont trahi la cause du peuple? Ils ont trahi la cause du peuple, réellement. Parce que chacun d'eux, nous savons maintenant, moi j'ai tous les renseignements en main, je suis là, je vis ici à Paris. Voilà. Ils ont trahi complètement la cause du peuple. Parce qu'il faut voir aujourd'hui en Guinée comment les gens souffrent réellement. Il n'y a pas de dignité. Mais il faut reconnaître quelque chose quand même au président Alpha Condé. Et si c'est ça c'est des renseignements à vol d'oiseau que j'ai appris. Pour les bons soldats, ils vont comprendre que les gens qui disaient qu'ils voulaient briguer un troisième mandat, ils disent selon les quatre coordinations qui ne va pas non seulement tenter, il ne briguera pas un troisième mandat. Mais il faut pouvoir avoir le complexe aussi qu'en 2020, il faudrait les élections. En 2020. Et il faut mettre un gouvernement d'union nationale civile qui sera là. Il ne faudrait pas qu'il attende parce que sa stratégie, ça c'est déjà connu. Il veut attendre 2020 pour y va retarder. La Guinée n'est pas comme le pays de l'Afrique centrale. Hein. Il n'a qu'à bien comprendre ça. Il ne fera pas une minute, une seconde. Non mais justement, en parlant ça c'est clair. Justement... Laissez-moi enfin décortiquer ça d'abord. Et il ne faut pas avoir honte, il faut dire ça à la communauté internationale, à votre intelligente voix, qui doivent envoyer des experts. Comme ça, on ne va pas dire que c'est les Blancs qui vont venir. Les Blancs doivent venir organiser des élections en Afrique. Si c'est les Africains seulement, ce sera toujours la pagaille. Bien nous sera respecté. Tout ça sera le mensonge. Ça, c'est une vérité. Et justement, donc, qu'est-ce qui explique alors cette offensive que vous êtes en train de mener un peu partout? On a vu votre meeting à Lille, ensuite vous êtes passé à Rennes, vous avez fait un entretien avec Lamine Guirassy sur Espace. Quel est vraiment le sens de cet engouement-là? Qu'est-ce qui explique ce réveil? Non, vous-même, en tant que diaspora guinéenne, vous savez ce que vous avez fait contre l'ancien continent. Vous savez ce que vous avez fait contre nous, le CNDD. Mais comment on devait rester encore? Mais heureusement que le gars maintenant qui est là-bas, il renonce maintenant au troisième mandat. Le gars, mais qui a Fakonde. Pour ne pas créer la guerre civile, je crois qu'il a pris une très bonne décision. Mais ça, c'est les renseignements à la volée.
Ah, vous avez appris des renseignements À la qui disent volée. qu'il Ouais, ouais. a renoncé justement Ouais, à ouais. ses velléités. Ouais, il a renoncé. Ça, c'est à la volée que j'ai appris. Mais tout ce sera clair. Comme j'ai un meeting, d'ici le meeting que je dois faire en fin septembre, à Paris, en Hollande, en Espagne, comme ça, j'aurai des précisions. Si c'est ça, c'est une très bonne décision pour éviter à la Guinée la guerre civile, parce que le peuple n'attend que ça pour se lever. Voilà. Vous-même, le diaspora, vous n'attendez que ça. Donc je crois que ça, c'est une décision sage pour lui. Très, très sage. Vraiment. En général, comme tous les anciens présidents de la Guinée, vous suscitez souvent des sentiments partagés d'admiration, de haine. Alors, on va justement revenir sur... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que vous êtes admiré par les gens, vous êtes détesté par les gens. Mais, mon frère, la politique, le monde, c'est comme ça. Exactement. On ne peut pas être aimé par tout le monde et détesté par tout le monde. Ah, exactement. Et nous avons alors des questions à vous poser. C'est-à-dire qu'on a constaté que vous êtes accusé par les militants de l'UFDG d'avoir cédé le fauteuil au président Alpha Condé et d'avoir déjà par les militants de l'UFR qui pensent que c'était Sidya Touré qui était parti en deuxième tour avec Seloudan Ngambo et que vous avez été influencé par la coordination Mandinga. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Où est Sidya Touré aujourd'hui? Où il est? Dis-moi où il est. Dis-moi sa position. Quelle est sa position aujourd'hui? Le haut représentant du chef de l'État. Mais mon frère, est-ce que ce que les gens disent, c'est une vérité? On a vu des gens, Alpha Condé quand même, il faut reconnaître cette force-là. Il avait dit que aucun malinqué, un malinqué arrive à voter pour Lansana Conté. Voilà. C'est pas un bon malinqué. Mais des gens qui ont dit que celui qui vote pour Alpha Condé, que c'est un aidé. Mais aujourd'hui, où sont ces gens-là? Ils sont avec qui? Et là. Mais par rapport aux ils sont avec qui? Ils sont avec le pouvoir. Ah bon, donc ça c'est pratique, mon frère. Mais qu'est-ce que vous répondez justement ces militants de l'UFDG qui disent que vous avez favorisé Alpha Condé? Qu'est-ce que vous répondez principalement? Comment ça? Mais est-ce que c'est moi? J'étais le président de la CENI. CNT, pour qu'on ne demande pas, pour qu'on n'ont pas demandé au feu Jean-Marie Doré. Tous les gens là qui ont participé aux élections, c'est moi seulement qui vois. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Le pouvoir, c'est un problème de destin. Si tu écris pour quelqu'un, là où tu es, tu l'auras. Ça, c'est clair. Il ne faut pas le forcer. C'est tout. Alpha Condé, Dieu l'avait destiné qu'il devait avoir le pouvoir. Dieu l'a donné le pouvoir. Mais seulement, il a pris une très bonne décision. Mais c'est un que j'ai appris à la volée. Qui ne va même pas tenter. Même tenter qu'il ne le fera pas. Voilà. Parce que c'est éviter pour ne pas que le sang coule en Guinée. Ça, nous allons arriver, si nous avons des renseignements précis, comme il le faut, nous allons transmettre ça à la communauté internationale, faire monter des renseignements. D'accord. Mais en général, si justement il ne modifie pas... Strasbourg, partout. Voilà. S'il ne modifie pas la Constitution... Mais il ne peut pas modifier la Constitution. Dis-donc, si c'est ce que dit ça. Avec le retard des élections, ça c'est le retard là, ça va se retourner vous ne pensez pas qu'il va ça va se retourner contre lui. Retarder les Il ne faut pas échéances qu'il faut pas qu'ils se disent qu'ils doivent tromper les gens. On ne peut plus tromper quelqu'un. S'il retarde ça, s'il veut, il n'a qu'à retarder, s'il veut, il n'a qu'à laisser tomber. Mais en 2020, il y aura un gouvernement d'union nationale civil de transition qui sera installé, couronné, présidé par un civil, et les Blancs vont venir, eux vont organiser les élections, que ce soit communales, législatives, quoi encore, ils organiseront tout ça, les Blancs feront ça. Ce qui veut dire qu'au-delà de 2020, vous prenez l'offensive. Comment ça, l'offensive? C'est-à-dire que... Non, s'ils renoncent, si précisément, selon les renseignements à la volée que j'ai appris, si c'est sûr, parce que je vais vérifier, les renseignements c'est à vérifier. Quand je vais vérifier, je trouverai que c'est sûr, c'est certain, je ferai un repli en arrière. Le repli, je ferai un repli. Voilà, c'est-à-dire, je le laisserai vraiment tranquille. L'offensive là, maintenant, je vais l'arrêter, c'est tout. Voilà. En général, avant votre départ du pouvoir, vous avez parlé de la réforme de l'armée et un mot qui venait toujours au bout des lèvres, c'était les mesures d'accompagnement. Et expliquez-nous, parlez-nous un peu de cela, parce que le président Alpha Condé aimait toujours dire qu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Mais maintenant, est-ce que l'ose le dire maintenant?
qu'est-ce qu'ils entendent par définition un État ou un pays? Mais la Côte d'Ivoire a vécu combien d'années de guerre? 10 ans de guerre. Quand Ouattara est venu, Ouattara a parlé d'un pays ou bien d'un État. Il ne faut pas que je rentre, je vous ai dit que j'ai trop de réserve. Mais comme j'ai des meetings à faire un peu partout, il y a beaucoup de choses où je mettrai les Guinéens de l'extérieur au courant et de l'intérieur au courant. Et vous pensez que la réforme de l'armée... La réforme de l'armée, ça a été déjà fait par nous. Parce que c'était l'une des conditions sine qua non de la communauté internationale. L'argent a été donné pour ceux qui devaient aller à la retraite. Chacun d'eux. Vous voulez que je vous explique ça? Combien ils ont donné? Ils ont donné de l'argent. Il faut dire qu'ils ont bouffé leur argent. Sinon, ils devaient s'organiser en comité. Créer, toi et moi, on est du même village, on donne notre mesure d'accompagnement. Mesure d'accompagnement, qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Si tu entends dans la lèvre, dans la gueule sale des gens maintenant là, parler de mesure d'accompagnement, c'est pas vrai. C'est moi qui ai créé ce mot, la mesure d'accompagnement. Vis-à-vis les Américains ont donné leur aval. La France a donné. L'Angleterre a donné. L'Allemagne a donné. L'Union européenne a donné. Le FMI a donné. Parce que ces gens-là, dès qu'on est venu, on a fait une liste, on devait les envoyer à la retraite. Mais on les a toujours dit non, on ne va pas vous envoyer à la retraite d'abord. Après les élections, vous allez aller à la retraite, mais avec une mesure d'accompagnement. Ces pauvres gens maintenant sont partis dans le rêve. Le gars là est venu s'encaparer comme ça là, et tout. Mais ils pensent quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Mais c'est que les gens là-bas en Guinée n'ont pas de cœur. C'est ça, c'est une vérité. Il faut voir aujourd'hui comment ces gens-là vivent. Ils vivent dans la pauvreté totale, dans la misère. C'est malheureux, mon frère. Justement, parlons de... Les gens qui ont combattu pour la nation, qui ont versé du sang pour la nation, même ceux qui sont morts, là, tout ça. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Mais il faut qu'on dise la café doucement. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité. La Guinée a tout souffert, trop même. Où on va avec ça? Réellement. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Hein. Ça a été donné. Parce que c'était l'une des... Si vous voyez maintenant que la Guinée participe à des missions onusiennes, à la mission, maintenant, des missions de la CEDEAO, hein, c'est parce qu'il y a la démocratie en Guinée. S'il n'y avait pas de démocratie, aucune des missions nous allons participer. Vous savez, ceux qui sont aux Nations Unies, combien, quand ils vont pour des missions des Nations Unies, combien on vous donne? Tu connais l'argent là? On leur donne l'argent, mais le gouvernement guinéen dit toujours paye nous l'argent ici. Quand les gens retournent, si tu dois gagner 1000 $ par mois, on va te donner 500 $. Mais tu es un pauvre gars, tu es là 500 $, ça te fait combien? 100 millions de francs guinéens. Et ton salaire, tout et tout quoi. Ta vie, tu le vois, je sais. J'ai fait 14 ans. 14 ans au front en train de combattre. Donc je connais un peu comment ça se passe. Les anciens chefs militaires, ceux qui faisaient, c'est la même chose que ces petits militaires-là que nous avons fait grandir pour les mettre enfin dans les portefeuilles. Avec le président lui-même en train de bouffer l'argent des gens. Mais ils n'ont qu'à continuer. Un jour, on mettra main sur tous ces gens-là. Mais leur argent est là-bas, surtout ceux qui sont partis à la retraite. Mais pourquoi ne pas leur donner leur argent, leur mesure d'accompagnement? Très bien. Il faut le donner. En parlant d'argent... Les Guinéens, tu arrêtes 1, 2, 3 personnes, les autres ont peur, tout le monde a peur. Ça, c'est grave. En parlant d'argent, justement, nous allons partir sur la gestion... Ils doivent se lever pour réclamer leur dû. Ça, c'est une vérité. En parlant d'argent, nous allons justement parler de la gestion économique et financière sous la transition. La question s'adresse principalement à M. Alassane Onipogui. Les internautes ont posé la question. Non, c'est fini. Hein. Non, c'est pas fini. Nous allons revenir tout à l'heure. Parce que vous avez parlé déjà d'argent. Je pense que c'est déjà intéressant. On va parler avec M. Onipogui. Bon, certains internautes ont dit que sous le CNDD, sous la gestion de la transition, qu'il y a eu près de 6 000 milliards de dettes intérieures concernant la Guinée. Et cette remarque venait principalement des caciques du RPG, des communicants du RPG, qui vous accusent d'avoir dilapidé les fonds avant de quitter le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, écoutez, pour répondre à ça et à cela, je vais commencer par faire
disons, un survol de l'économie guinéenne, ce qu'elle était l'économie guinéenne de 1958 jusqu'à la prise du pouvoir par Lansana Conté. Ensuite, je parlerai de la période, disons, des militaires et la période actuelle. Donc, en 1984, l'armée guinéenne prend le pouvoir. Okay? Et c'était un coup d'État militaire, bien sûr, dirigé par l'armée guinéenne. Donc, ils ont pris le pouvoir. Mais elle a hérité d'une situation économique équilibrée, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que, à l'époque du président Sékou Touré, le tissu économique était vraiment élaboré. Pourquoi? Parce que oui, les entreprises publiques étaient régionalisées. C'est-à-dire, par région, il y avait des entreprises publiques. Et de telle sorte que l'emploi était là. Il n'y avait pas de chômage. Il y avait plusieurs entreprises publiques qui fonctionnaient et qui employaient les gens. Donc le cœur même de l'économie, c'est la lutte contre le chômage. Donc vraiment, il n'y avait pas de chômage. Donc, en fait, il y avait une production minière qui était, disons, faite par Frigia, par la CBG, la CBK, etc., etc. Donc, il y avait une production minière qui était vraiment qui contrebalançait la production. Pourquoi? Parce qu'en matière monétaire, le franc guinéen n'était pas, comment dirais-je, un franc dévalué à l'époque. Il avait sa valeur monétaire. Bref, en tout cas, le CMRN a hérité d'une situation économique vraiment équilibrée. Ok. Justement, mais les classiques du CMRN disent, pour justifier effectivement les mesures de privatisation, disent que ces industries n'étaient pas rentables. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là? Bon, la rentabilité est une chose. Pourquoi? Parce que le système économique guinéen était un système hérité de l'Union soviétique. Okay? C'est un système de planification centralisée. Et puisque dans la planification centralisée, dans l'économie socialiste, les entreprises, disons, n'ont pas besoin, comme dans les entreprises capitalistes, de faire des profits. Donc, elles ne faisaient pas beaucoup de profits, mais au moins la consommation intérieure était satisfaite par ces entreprises-là. Il y avait une importation, bien sûr, mais l'importation était vraiment minime. C'est l'importation qui servait plutôt à combler le déficit. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi je dis que le CMRN a hérité d'une situation presque équilibrée. D'accord, voilà. Donc, alors, en 1984, quand les militaires ont pris le pouvoir, le général Lansana Conté a fait un discours qu'on appelle le discours au programme du 22 décembre. Dans ce, oui, 85 plutôt, le discours du 22 décembre 85. Dans ce discours, il a annoncé la libéralisation de l'économie, parce que c'était une économie centralisée. Donc, mais
les interprètes ou bien les décideurs de l'époque n'ont pas bien compris cette annonce. Parce qu'ils ont fait une privatisation sauvage, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'ils ont bradé les entreprises publiques à des villes prix. Eux-mêmes, ils se sont accaparés en tant qu'acheteurs de certaines entreprises. Donc, tout le tissu industriel qui était en Guinée, parce qu'il y avait un tissu industriel comme dans l'ex-Union soviétique qui était régionalisé. Donc, ils ont bradé tout. Et quand ils ont bradé, malheureusement, les gens qui ont repris les entreprises là n'ont pas été en mesure, disons, de faire fonctionner les entreprises. Donc les entreprises ont fait faillite l'une après l'autre, Elles ont presque disparu. Et c'est ce qui a fait que la Guinée a perdu son tissu industriel. Donc vous avez hérité d'une situation économique et financière catastrophique en 2008, justement. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de positif en matière économique et financière sur la transition? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que ceux qui ont géré sous le CNDD ont dilapidé les caisses de l'État? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Non. En fait, sous Lansana Conté déjà, on a eu le premier programme du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. C'est le ministre Kassori qui a dirigé le premier programme. Et on a modernisé les finances publiques de l'État avec l'aide, par exemple, de ce ministre. On a informatisé la dépense parce que la dépense était manuelle. La dépense a été informatisée. On a eu une chaîne de dépenses informatisée. Malheureusement, elle n'a pas été complétée par une chaîne de recettes. Sinon, la dépense est automatique jusqu'alors. Ensuite, et en 2000 plutôt, en 2000, on a acquis l'initiative PPTE. Pays pauvre, très endetté. Ouais. Et le président Alpha Condé s'attribue la paternité de cette initiative-là? Ah non. Parce que tout le monde a constaté qu'à Conakry, ça fait l'objet quand même de propagande électorale. Oui, mais c'est en 2000 que le programme a été initié. Après qu'on ait, disons, acquis peut-être le premier programme avec Kassori, et puis après ça a continué, on a acquis le deuxième programme qui a été le PPTE. Le président Alpha Condé n'a fait qu'hériter d'une suite de programmes. Voilà. Il n'a pas initié le programme PPTE, malheureusement. Voilà. D'accord. Et vous avez des chiffres là-bas dont vous voulez? Oui. Les chiffres, non? Alors, aussi, il y a eu, disons, un audit général qui a été conduit par moi-même quand j'étais inspecteur et comme ministre du contrôle d'État, autant les militaires. Donc on a déroulé un audit général des comptes de l'État. Okay? Dans cet audit, on a fait l'audition des gens qui ont détourné dans les caisses de l'État. Il y a plusieurs anciens ministres de Lansana Conté qui étaient auteurs de malversations dans les caisses de l'État. Okay? Donc, ensuite, il y a eu un audit de Frigia, l'entreprise Frigia. Parce qu'au temps de Lansana Conté aussi,
gouvernants ont cédé Friguia. Il y avait le copinage. Ouais. Cédé Friguia à Russal. Batienko. Ouais, à Russal. Donc, contre la somme d'un montant Dérisoire. oui, dérisoire de 15 millions de dollars. Alors que, en ce moment même, quand on a fait l'évaluation de Friguia, il fallait 152 millions de dollars. Bref, on a auditionné les personnes là et elles ont été mises en paiement et puis elles ont commencé à payer certaines personnes. Mais en 2010, lors de l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, il s'est entouré des mêmes personnes qui étaient en paiement. Ouais. Ce sont les mêmes personnes au fait qui continuent. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'au départ, il disait lutter contre la corruption, contre les pousseurs de l'économie nationale. Effectivement. Donc, il y a de ces noms qui se retrouvaient dans vos fichiers, Oui. qui sont aux affaires aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, c'est clair. C'est ça. D'accord. Oui, beaucoup de noms. Ensuite, parlant de de la dette intérieure, mais la dette intérieure, c'est un cumul. C'est un cumul. C'est-à-dire, c'est la dette, c'est pas la dette de l'année C'est pas une dette annuelle. C'est la dette de l'année N++++. D'accord. Donc, si on a trouvé une dette, c'est pas nous qui l'avons accumulée. Bref, non. La dette, c'est continu, donc elle n'est pas discontinue. Mais l'initiative PPTE a permis à la Guinée quand même d'effacer cette dette. Voilà. Et l'initiative PPTE, c'est dans la continuité parce qu'on a commencé au temps de Lansana Conté et ça s'est terminé sous le professeur Alpha Condé. Très bien. Vous avez certainement entendu les échos sur la toile Oui. avec la concession du port autonome par les Turcs. Oui. Bon, en tant qu'économiste, en tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances sous le CNDD. Ancien ministre du contrôle d'État. Ancien ministre du contrôle d'État. Oui. Je m'excuse. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelle analyse faites-vous? Quel est votre regard? L'analyse est La choquante. Elle est choquante pour la concession parce qu'en fait, moi j'ai visualisé certains documents en tant qu'expert comptable par rapport, disons, aux chiffres de la location du port de Conakry. Il semblerait que le port de Conakry a été, ils ont mis en location par la République guinéenne à Bolloré, au groupe Bolloré, pour 10 millions de dollars. Alors que selon les chiffres que j'ai vus, Bolloré perçoit au moins 350 millions de dollars par an dans le port de Conakry. Ça, c'est une catastrophe. Et c'est la Guinée qui est perdante. Oui, bien sûr. Et c'est le même regard que vous avez de la concession du port avec les Turcs aussi. Je n'ai pas vu la concession, mais le contrat de Bolloré, je l'ai vu, je l'ai visualisé, je l'ai analysé. Voilà. Donc, je peux comparer, mais je ne peux pas comparer pour les Turcs. Et les autorités de Conakry ressortent toujours le même argument récurrent, c'est de dire que lorsqu'on confie la gestion aux Guinéens, qu'il y aura toujours des manigances, de la pagaille. Oui, mais justement, pourquoi il y a la pagaille? Nous, quand on est arrivé, en fait, le CNDD, on a fait un audit. Tout le monde s'est calmé. Depuis que le CNDD a pris le pouvoir, il n'y a eu aucun centime de détournement en Guinée. Et après 2009, jusqu'à présent, vous avez appris qu'il y a un audit en Guinée. Voilà. Jamais. Mais même un organisme humain
Si tu ne le contrôles pas, il meurt. À plus forte raison, des fonds publics qui sont confiés à des personnes physiques, à des personnes morales, que tu ne contrôles pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais la Guinée est le centre de l'impunité, c'est clair. Mais les gens, ils n'ont pas la peur du gendarme, ils n'ont pas l'épée de Damoclès sur leur tête, ils se disent, mais attention, mais remplissons-nous les poches et partons. Et c'est ça. Selon vous, donc, le système que le président Alpha Condé a toujours dit combattre, c'est-à-dire la corruption, la malgouvernance, l'impunité, aujourd'hui continue, perdure. Mais la preuve, je vous le dis, depuis 2009, il n'y a pas eu un véritable audit. Alors que il y a près de 2500 postes comptables dans toute la République, y compris les ambassades, etc. Depuis près de 2000, même les ambassades n'ont pas été contrôlées par l'inspection d'État ou l'inspection des finances. Donc c'est grave. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. L'ordre public, la sécurité publique et la salubrité publique sont les triptyques d'un État démocratique. Mais dans l'ordre public, c'est des mesures de contrôle. Le contrôle économique, le contrôle financier, le contrôle administratif, la police administrative, la police judiciaire, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça le mal guinéen. Merci M. Nikogi. Nous allons revenir au président Konaté. Mon général, la question suivante, c'est sur les événements tragiques du 28 septembre, au stade du 28 septembre. Quelle est la lecture que vous avez de ces événements-là, de cette tragédie? Non, vous aussi, je ne sais pas combien de fois je vais expliquer ça maintenant. Moi, toujours, je n'étais pas en Guinée. Vous n'avez pas été audité? J'étais en dehors de la Guinée. J'ai été entendu, moi, par la DPJ. J'ai dit ça. Mais laissons la justice faire le travail. Ceux qui vont venir, peut-être en 2020, le gouvernement d'union nationale, si une transition qui sera installée, je crois que, bon, reprenez la question encore, parce qu'il y a le volume. Bien, je disais que, en fait, quelle est votre appréhension, c'est-à-dire face aux événements dramatiques qui se sont produits au stade du 28 septembre, c'est-à-dire, on sait que vous avez été audité déjà par la DPJ. Moi, j'ai toujours parlé de ça. Non seulement j'étais en dehors de la Guinée dans un premier temps, dans un deuxième temps, j'ai été entendu par la DPJ. Donc, laissons la justice faire enfin son travail. Mais je suis là, je suis à combien de kilomètres de la CPI, de la Hollande? Réellement, je fais des va-et-vient à partir de là-bas. Mais j'ai expliqué, je dis que ça c'est la garde présidentielle qui est auteur de ça sous le commandement du président de la tente militaire. Donc le capitaine Dadis. La garde présidentielle, c'est le commandement de qui? La garde présidentielle, même actuellement, ce qui se fait en Guinée, les tueries ou bien autre chose. Mais il ne faudrait pas m'énerver que je rentre dans les détails. Sinon, vraiment, vous-même, vous, la diaspora, vous allez le regretter. Ça, c'est la vérité. Vous croyez que quand on dit que le marché de Madina est brûlé, qui a organisé ça? Qui a dit à l'imam de Kindia de parler? Je crois qu'on n'est pas au courant de tout ça là. Nous avons des documents en main. Si ça continue, il y a des documents ici qui sont placés. Vous avez bien regardé, regardez bien ça. Il y en a d'autres, plus que ça. Il y en a d'autres, regardez, contrôlez bien ça. Tu sais, ceux qui ont fait ces documents-là. Situation de détournement. Voilà, c'est venu d'où, ça. Donc,
Regardez très bien ça. Merci. Regardez bien, très bien d'abord. Comment c'est fait? Ah bon? Faut bien regarder. Regarde ça aussi. L'autre document. C'est ce que j'ai vu. Oui, Voilà. il a déjà exposé la Ah bon, ça situation. c'est déjà exposé. Vous avez vu le document? Hein? Et donc, Non, j'étais pas, ça m'a pas trouvé en Guinée. J'étais en dehors de la Guinée. et vous pensez que même le pouvoir actuel doit plus tard passer à la justice pour s'expliquer parce qu'il y a Non, à peine des ce manifestations. problème-là, je crois qu'à partir du 2020, quand il y aura un gouvernement d'union nationale installé en Guinée, les Européens vont venir avec ce gouvernement d'union nationale civile organiser les élections. Après les élections, maintenant, il faut passer à tous les gens qui ont fait des crimes et les détournements. Ces gens-là vont être remis à la main de la CPI. Et ces gens-là vont être jugés. C'est ça. Si Dieu nous donne bien sûr longue vie, réellement. Voilà, nous voulons voir nous tous la vérité, que la vérité sorte dans ça, quoi. Et puis, ils mettent des gens en prison comme ça, là, inutilement. Je le dis aujourd'hui et je le redis. Tout le monde là, on doit le libérer. Réellement, il faut se dire la vérité. Il doit être libéré, mais c'est grâce à lui que la Guinée a été libérée aussi. Hein. À ceci, moi j'étais déjà parti au Liban, parce que j'ai mes oncles là-bas, j'ai mes tantes. Voilà. Ben, je devais y rester, je ne devais plus replier sur la Guinée. Hein, mais un gars qui a permis à la Guinée, s'il y a eu la démocratie, s'il y a eu autre chose, il faut vraiment penser à lui. Mais le Guinéen ne pense pas à ça. Les gens qui sont là-bas, hein, des malhonnêtes réunis, qui ont dit que celui qui va voter pour Alpha Condé, c'est un indigne. Où ils sont aujourd'hui? Ou bien le général a voulu l'élection pour Alpha Condé, où ils sont aujourd'hui? Réellement, où on va avec ça? S'ils ne font pas doucement, on ne veut pas de sang en Guinée. C'est pour cela que je dis que je félicite l'initiative des renseignements à la volée que j'ai appris, des imams, des coordinations et du peuple, en disant que, parce que personne, Alpha Condé n'a qu'à croire que personne ne va s'arrêter sa poitrine pour se faire tuer pour lui. Non, négatif. Voilà. Donc on ne dira pas que le RPC ne pourra pas présenter un candidat. Non, il n'en est pas question. Ils vont présenter leur candidat. Le FDC, ainsi de suite, tout le monde va présenter leur candidat. Voilà. Beaucoup de vos frères d'armes ont été arrêtés à la suite de l'attaque du domicile du président Alpha Condé, dont De Gaulle et ensuite AOB. Pour vous, en fait, cette arrestation a été justifiée ou c'était juste pour des mesures, c'est un procès politique? Non, pour De Gaulle, ça c'est un règlement de compte. Parce que De Gaulle, que sa tombe repose en paix, c'est un petit qui a grandi dans mes mains. Il a été formé par moi, il m'a toujours accompagné, tout ça. Mais vous savez, avec son jeune âge, le manque d'expérience dans l'armée, ça a conduit certains éléments à faire des règlements de compte. J'ai déjà expliqué ça, mais ceux qui ont fait ces règlements de compte-là, ces gens-là, ils sont déjà vus, nous avons leur nom. Comme qui? Mais il y en a plein. Mais je vous ai parlé du faux général là que j'ai nommé, Bonoka. Et du faux type, Idi Amin là, qu'on mettait à terre, des gens que, mais réellement, franchement quoi, ça fait énerver. Les détournements, les mesures d'accompagnement que les retraités là devaient gagner. Où est parti leur argent? Mais ils n'ont pas de cœur ces gens-là. Si c'est moi, on se regroupe, on prend l'initiative. Vraiment. Soit on nous règle, soit vraiment il y a autre problème. C'est ça, parce que c'est les Blancs qui ont dit. Et c'était leur condition sine qua non en organisant les élections. Surtout vous, les diasporas. On a été bloqué un peu partout. On ne pouvait même pas se déplacer d'un pays A à un pays B.
Et c'est ce qui explique le fait que vous soyez en exil, parce qu'il faut dire comme ça, vous ne rentrez pas en Guinée. Qu'est-ce qui explique pourquoi vous ne Non, je rentrez pas en dis Guinée? pas. Non, pour le moment, je suis à la disposition. D'abord, je remercie d'abord le président français, le gouvernement français, le peuple français. Et je remercie aussi, malgré tout, la diaspora guinéenne de l'Europe, des États-Unis, du Canada, qui n'ont pas manqué une seule seconde à m'apporter leur aide, que ce soit morale, financière, matérielle. Le jour que les autorités en place, je m'ai dit que je donnais 6 à 8 mois. Exactement. Me donner l'autorisation Les autorités françaises. de quitter le territoire. Ce jour-là, j'ai quitté le territoire sans problème. Vous n'avez pas de crainte de représailles à votre retour à Conakry? Quelle sorte de représailles? Pas que vous soyez arrêté ou que vous soyez... Toi, tu trouves un diaspora, mais tu sais comment j'ai quitté Ouagadougou pour rentrer à Conakry? Ou bien comment j'ai quitté les États-Unis pour rentrer au Maroc, ou bien quitter le Maroc, aller au Tchad, on peut rentrer en France ici. Tu connais ça? Tu crois que je vais rentrer comme un mouton, comme ça là, à Conakry? Mon frère, tu te trompes. Ça, c'est la vérité. Attention, peut-être économiquement, je ne peux pas faire l'économie. Mais sur le plan stratégique et militaire, tu crois que je vais rentrer comme ça là, comme un mouton, m'embarquer dans l'avion comme un mouton, descendre comme un mouton? Non, mon frère, ça ne se fera pas. Et actuellement, puisque le président Dadis aussi ne peut pas rentrer en Guinée... Non, mon cas est différent de Dadis. Ce n'est pas le même cas. Je l'ai dit. Si m'avait compris, si on a entendu, aujourd'hui, il n'allait pas vivre les mêmes cas qu'il a entendu. Quel est l'état de vos rapports? Voilà, nos rapports, pour le moment, comme je l'ai dit, nous cherchons, il a eu à appeler 2 ou 3 fois. Il a envoyé des messages, mais nous allons chercher à rouler le contact. Parce que, tu sais, c'est Alpha Condé qui a manipulé l'esprit de Dadis, réellement. Ah bon? Ah oui, mais ça, c'est la vérité. Encore faisant. Mais encore faisant tu vois, même entre Conte et Diarra, dis donc, c'est Alpha Condé qui est rentré entre eux. Si les Malinqués là ne connaissent pas ça, je vais leur dire ça aujourd'hui. C'est une révélation, ça. Ah oui, ça c'est, si les Malinqués ne connaissent pas ça, je vais leur dire ça aujourd'hui. Et comment se fait-il? Ah ouais, il a manipulé d'abord Conte, en temps étant les Diarra. Les Diarra aussi, pourquoi les Malinqués ne peuvent pas s'entendre avec les peuples? Mais tout ça, c'est ça manipule. Et ici là, quand ils ont fait la réunion, Feu Bamamou, Feu Siradio, Alpha Condé, quelque part à Paris ici, quand Feu Bamamadou a dit que moi je suis vieux, laissez-moi faire la transition, Alpha Condé a quitté la réunion. Les gens étaient obligés d'aller le rattraper, le ramener, pour le dire non, écoute, voilà. Mais il faut voir un peu comment il a manipulé ces gens-là. C'est un gars qui te dit, toi et moi, il peut rentrer entre nous. Je vais expliquer comment il manipule le peuple de Guinée, comment il manipule ses ministres. Toi, un frère, il va te dire, je te donne rendez-vous à 10h. Toi, tu viens à 10h. Il me dit, moi, général, je te donne rendez-vous à 10h30. Je viens à 10h30. N'est-ce pas? Oui. Ton nom, c'est comment? Draman. Tu es là devant Alpha Condé. Il va t'expliquer, le général, vraiment, il a dit ça. Ça trouve là, moi, je suis déjà dans la salle d'attente. En sortant, alors qu'on a l'habitude de faire tout ensemble, en sortant, tu ne veux même pas me regarder. Dès que toi, tu vas sortir de là-bas, moi, je vais rentrer. Il m'a dit, j'étais avec Draman tout de suite. Il était là en train de t'expliquer, de faire ça, de toi. Quand on va se voir, mais mon frère, toi-même, ceux qui vont te dire, tu vas croire. Et moi, ceux qui vont me dire, je vais croire. Parce qu'on s'est rencontrés, il fera tout pour nous. C'est le machiavélisme. Mais ce machiavélisme-là va se retourner contre lui. Voilà. Il te donne 5 000, il va te donner, je te donne 100 000. Il te donne 10 000, il va te dire, mais il va être rattrapé par le temps. Ça, c'est clair, hein. Et c'est lui vous pensez que c'est lui qui a donné des instructions à Roda Fawaz pour... Oh, mais qui a donné les instructions? Mais pour lui, j'ai dit que je ne suis pas pressé. C'est l'Afrique, ça. Je ne suis pas pressé pour là-bas. Non, toi aussi. Je vais être pressé pour Roda Fawaz. Un faux Libanais comme ça, là. Non. Lui, il a donné les instructions.
un faux oncle comme ça. Il faut même pas, lui, je ne suis pas pressé pour lui. Tu vas confondre un milliardaire, un multimilliardaire et un Il a combien ici qu'il a découvert? Regarde, l'argent. Hein? C'est écrit ici, non? Oui. Ah, combien? Catex. Tu sais pourquoi Dieu... Regarde combien il est écrit ici. Pas son nom. Non, lis ça. Le total. Le total, lis. C'est combien? 239 milliards 500. Non, combien? Ici, Ouais. Oui. 58 milliards. Non, Non, lis. le total. Ça. Voilà. Ouais, 483 265 940. Non, dis à haute intelligible voix combien? Voilà. Dis à haute intelligible voix combien là? Ah oui, c'est trop, c'est trop. Non, combien? Dis. On va passer à une autre question. Non, dis ça à haute voix. 483 milliards 265 millions 940 Ah, 474,004. ah bon? C'est pas bon quoi. Ah bon? Ça se fait pas. Ah bon? Ah, ça, il a détourné ça, mais tu crois que sinon mon Dieu allait me tuer? Mais Dieu m'a laissé pour occuper le curry de Conti avec lui. Récupérer des trucs avec lui, tout avec lui. D'accord. C'est ça. Alors, mon général, il y a le docteur Ousmane Kaba Ouais. qui récemment a fait une déclaration disant qu'il avait pris contact avec vous et que pour voir si c'était possible de rassembler les fils de la Haute-Guinée avec la coordination Manding. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que cela est vrai ou c'est faux? Et donc, ça là, il faut se dire la vérité, réellement, si vous voulez la vérité. Oui. Quand les peuples se rassemblent, et si Baouri, Alpha Condé l'a donné 1 million d'euros d'aller détruire le parti de Sello, est-ce qu'il a pu? Il n'a pas pu, mais les gens n'ont rien dit dans ça. Laissez-le aussi vraiment en paix. Je crois que c'est son expression. Les gens ont mal traduit. Sinon, ce qu'il a dit, je crois que pour moi, personnellement, qu'est-ce qui nous empêche, des fils de la même région ou du même pays de se rassembler pour parler? Mais les gens ont mal interprété ça. Mais quand les gens de Fouta ou bien autre chose, tout ça là, s'organisent, se rassemblent, les gens, mais non, laissons tomber tout ça. Pour ça, je dis qu'il faut une nouvelle génération. Il faut de nouvelles têtes, il faut que le système change. Si on reste là, les civils dans le mensonge là, on va aller nulle part. Je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge là. Ça c'est la vérité. Vraiment. Sinon, vraiment pour moi, il a parlé, mais il a dit, peut-être c'est sa façon de parler le malinké. Peut-être qu'il ne parle pas bien enfin le On sait qu'il ne malinké. s'exprime pas bien Il ne malinké. s'exprime pas bien le malinké, sinon c'est un docteur. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire? Voilà. Ah. Non, selon moi, il voulait dire que les fils de la même contrée ne doivent pas enfin se bagarrer entre eux. Ils doivent vraiment se donner la main, s'entendre. C'est tout. C'est comme quand les gens ont essayé d'arranger entre Selou et Baouri. Mais Baouri, comme il était corrompu par l'argent, les gens ont tout fait. Ils n'ont pas voulu. Maintenant, il fait tout pour venir intégrer le parti de Selou. Mais comment il peut? Il ne peut rien. Je n'ai pas dit hier, je n'ai pas dit demain ou après-demain. Mais aujourd'hui, qui peut battre Selou Danagalo en Guinée? On dit le mot, la vérité. Réponds à ça, ouais. Qui? Du Fouta là-bas. Qui? Personne. Sort les Diallo Saraka. Ils sont rentrés là où ils sont. On ne parle pas d'eux. Hein? Qui parle de Baouri? Qui parle de lui? Réellement. Mais attention, c'est comme la forêt peut se rassembler. Hein? Faire leur contrée, désigner un leader. C'est important. Le Fouta, tout le Fouta peut se rassembler. Désigner un leader. Le Manding doit se rassembler. Désigner un leader. La basse-côte là-bas, c'est facile. Il faut transporter. C'est facile de désigner un leader. Mais on sait que l'entente, ça sera très difficile. Quoi. Mais ces gens-là maintenant, ils doivent se donner la main.
que les fils se retrouvent ensemble. Si ces fils se retrouvent ensemble, se donner la main. Vous pensez que chaque région de la Guinée doit désigner un leader? Moi, selon mon avis, ma position, vraiment quand tu dis ça, les gens vont dire, non, mais moi je crois que pour éviter tout problème, si chaque région naturelle désigne enfin, c'est-à-dire leur leader qui est là, et tous ces leaders-là arrivent à se donner la main pour diriger le pays, et mon frère, ça va aller. Mais si toi tu es là déjà, tu es Peul, moi tu me prends Peul, je prends mon cousin, je prends ça, non. Mais c'est pour cela, vous, la diaspora, en 2020, vous devez changer tout ça. Le système doit changer, les hommes doivent changer. Et est-ce que notre confrère, Lamine Guirassi, est-ce qu'il est venu vers vous pour parler justement d'une quelconque entente avec le président de la République? Non, Guirassi, c'est l'interview, c'est tout. Je n'ai rien à dire. Cette information est fausse. Je dis, je n'ai rien à dire sur ça, vraiment. Ça, c'est la vérité. L'interview, on a fait l'interview s'est fait et c'est terminé. Oui, d'accord, nous allons bientôt terminer justement notre entretien. Ouais. En général, vous allez nous dire quel est votre mot de la fin, qu'est-ce que vous entendez faire pour la Guinée, et quel est le conseil que vous donnez aux Guinéens? D'abord, j'encourage, je félicite Alpha Condé qui a pris, selon les renseignements, la Guinée, une très bonne décision. Parce que personne ne va se tuer pour lui. Déjà, il n'a qu'à comprendre ça, on ne veut pas du sang en Guinée. Et il n'a qu'à chercher à leur là son point de chute, là où il doit aller. Le point de chute, là où il doit aller. C'est très important pour lui. Pour ne pas que le sang se verse en Guinée. Si le sang est versé en Guinée, ce sera sa faute. Et partout nous allons passer. On dira ça, s'il y a ça, ça sera lui. Maintenant, si ça va tranquillement, comme enfin les coordinations, on dit, comme ce qu'on a pris à la volée, on ne fera que vraiment le féliciter et l'encourager partout où il est, quand il y a une nouvelle génération qui pourra vraiment apporter son aide, malgré que lui, il est mesquin et haineux. Si tu vas prendre, parce qu'il est comme ça, un mesquin et haineux. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est un. De deux, nous voulons la paix avec les fils de la Guinée. Donc, à se donner la main. Tous nous sommes des Guinéens. Dire tel est devenu tel. C'est pas normal ça. La Guinée n'est pas habituée à ça. Vous ne pouvez pas nous faire retourner 50 ans en arrière encore. Ça ne se doit pas. Réellement. Vraiment. Même vous êtes là, vous, la diaspora, c'est vous qui devez enseigner ça à vos parents qui sont vraiment au pays, parce que c'est vous qui crapaudez pendant l'hiver, pendant l'été, pendant l'automne, pendant le printemps, pour envoyer ce que vous allez leur dire là-bas, ça qu'ils vont faire. Parce que vous n'avez pas hésité à soulever tout un peuple contre un régime. Les gens là, ça continue. Vous n'avez pas hésité de soulever le peuple contre le CNDD. Mais celui qui vous avez installé là-bas, est-ce que ce dernier, il a vécu ici avec vous, et vous faisiez des réunions, partout où vous faites des réunions, nous avons tous les documents en main. Les photos, tout. Je vous ai expliqué comment l'instruction populaire a été préparée. C'était ici. Voilà. Merci, mon général. Vous-même, vous avez vu l'instruction populaire. C'est vous qui avez préparé ça. Merci, mon général. Et nous remercions vraiment tous les citoyens guinéens qui nous ont suivis en direct sur Guinée. Merci également à notre ancien ministre du contrôle économique et financier, M. Alassane Ounipogui. Merci à toute l'équipe, le cabinet du général. Merci, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci.